Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir un vieux complice qui m'a... Ça commence bien. Oh, ça commence bien. Non mais je suis très émue parce que Marcel, il a permis la création de Santé Mentale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans Marcel, moi je serais pas là aujourd'hui. Voilà. Ils étaient pas nombreux à l'époque à se dire qu'est-ce qu'elle veut la petite brune, et franchement merci, il m'a appris beaucoup de choses et il continue à m'apprendre beaucoup de choses. Donc Marcel Gégère est sociologue et infirmier psychiatrique. Je crois qu'il a fait les choses dans un ordre un peu particulier. Oui. Et c'est surtout une mémoire, hein, et je crois que c'est important maintenant qu'il prenne la parole. Après ce que tu viens d'entendre, Marcel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui. Donc hier je réalisais que j'étais dans les plus vieux, donc ça me fait quand même un choc parce que c'est pas comme ça que j'avais vu les choses. Je crois que oui, effectivement, la question de la recherche, elle est apparue dans un second temps. Mais disons que pour avoir participé à l'amphip, puis un peu à l'ACISM aussi, on avait vraiment le souci de valoriser la pratique infirmière. Et je dirais que la question de l'histoire, elle s'est posée très tôt. C'est parce qu'on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui on s'interroge sur les questions de l'histoire. Je voulais revenir là-dessus parce que dans les années 80, en réalité, la question de la recherche, elle est arrivée pour ce qui concerne la psychiatrie, notamment par la création de la MIR, qui était la mission interministérielle recherche et expérimentation. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Madeleine Monceau et Jean-Pierre Castelin, on avait fait une recherche qui a commencé en 84 essentiellement sur la reconversion des personnels psychiatriques de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève. Et il y avait dans le prolongement des travaux faits par Magastre, par exemple, mais et ensuite, il y a eu dans l'ASM 13, puisque j'ai terminé ma formation d'infirmier de secteur psychiatrique dans l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris. Finalement, l'équipe infirmière qui était très très soudée, on peut dire qu'avant la création des DIM, elle a, je dire, pris de pouvoir, c'est pas juste, hein. Mais disons que après avoir été infirmier dans cette association, je suis devenu sociologue de cette association pour à la fois l'élaboration des rapports d'activité, etc. En fait, la question de l'histoire, je dirais que il faut qu'on puisse en même temps, j'ai du mal voir à gauche, à droite, surtout à droite, j'ai du mal, mais sur la question de l'histoire, je dirais que ce qui est important, c'est que d'une part, c'est un élément constitutif d'une culture professionnelle. Je crois que ça, il faut bien insister là-dessus. Et après, bon, j'ai surtout travaillé dans la formation des travailleurs sociaux, d'ailleurs en connexion avec les questions de santé, mais ça on a le même problème, c'est-à-dire un problème de transmission dans la connaissance de l'histoire, et cette transmission, quand elle se fait parfois de manière tout à fait discutable, parce qu'il y a 4 formes de transmission, je dirais, et la première est la plus facile, c'est-à-dire on peut parler de l'histoire de manière anecdotique, et je pense aux ouvrages de Fréminville et de Quetel. Il y a un truc qui m'est venu, parce qu'il y a beaucoup d'iconographie, il y a un truc qui marche bien, avec des jeunes par exemple, vous leur racontez un certain nombre de bizarreries dans l'histoire de la psychiatrie. Par exemple, le piano à chat. Donc il y a une gravure célèbre où des illuminés du 19e siècle avaient considéré que pour déclencher la compassion chez les fous, eh bien, on pouvait mettre des chats dans des boîtes et comme un piano, et le fou, très content, va taper sur les touches, et selon la touche, le chat va hurler d'une manière différente, puisque les chats ne hurlent pas tous de la même façon. Donc, il y avait une théorie, on pourrait dire, c'est un exemple, il y en a plein dans des exemples de gens. Donc, l'entrée souvent dans l'histoire, elle se fait par l'anecdote,
et par la curiosité. C'est comme s'il fallait attirer l'attention. Je dis ça dans un contexte de baisse d'attractivité des métiers du lien social et du lien sanitaire. C'est faut attirer l'attention. Mais il y a une autre façon de faire qu'on retrouve surtout dans les mémoires, notamment les mémoires de l'infirmier, mais aussi chez les travailleurs sociaux. C'est une conception très événementielle, avec des grandes périodes. Alors, ce qu'on appelle les chrononymes, qui sont en fait le compactage entre une date et un événement. Exemple de chrononyme, c'est le grand renfermement, par exemple, si on pense à Foucault, ou mai 68. Là, il y a des repérages. Et d'ailleurs, entre nous, on se repère les uns les autres. On se repère parce que ce qui me frappe aussi dans ce secteur, c'est l'existence de strates générationnelles. Et en fait, on se connaît tous plus ou moins, même on s'est pas toujours vu, mais on se repère et avec des jeux d'alliance, etc. C'est un secteur quand même qui est très curieux et qui pose d'ailleurs le problème de la place parfois excessive accordée à la singularité des individus, parce qu'on finit par avoir du mal à constituer un collectif tellement on est éclaté dans nos individualités. Ce qu'il y a aussi dans le secteur, c'est une conception mémorielle et hagiographique. C'est on commémore les anniversaires. D'ailleurs, dans l'intitulé qui a été donné, il y a un anniversaire. J'évoque la Mire, elle a fêté ses 40 ans. Donc, on a cette approche-là. Alors, ça a un inconvénient, parce que dans l'approche hagiographique, un peu au sens de l'histoire des saints, ou n'est-ce pas d'écriture, il y a une façon de mettre en avant des personnages qu'on est fondé à mettre en avant, mais pour lesquels, parfois, il peut y avoir un problème. Exemple, je vais peut-être en dire un mot à propos de Jean-Baptiste Pussin, parce que se pose la question des pères fondateurs et des mères fondatrices, parce qu'il n'y avait pas que Jean-Baptiste Pussin comme ancêtre de l'infirmier psychiatrique. Et ça a un inconvénient, parce que je vais revenir avec la diapo suivante, vous allez voir, c'est que dans l'approche hagiographique, en fait, on néglige un peu les points d'ombre, enfin les histoires sombres y compris de la profession, et notamment quelque chose qui est je repense à mon histoire de piano achat, c'est ce mythe de la contagion. Alors souvent c'était dit comme ça, on peut pas devenir infirmier psychiatrique si on n'a pas un grain, enfin, non, mais franchement, faut quand même, et c'est pas faux, parce que, et c'est pas faux parce que ça en a soigné plus d'un. Je vous parle en connaissance de cause chez un certain nombre d'excités des années 68, etc. Et la SM13 a été, on peut dire, quand même un bain de jouvence et de rédemption pour un certain nombre de gens dont le passé était un peu chargé. Et d'ailleurs, il y a toute une littérature sur la contagion et la contagiosité. Il y a un article célèbre de la fin du 19e siècle sur la contagion en psychiatrie, et ça, je vais dire, c'est quand même un vrai problème. Mais la quatrième forme d'histoire que j'aurais tendance à défendre, c'est l'histoire problématisée. C'est une histoire, on y reviendra, c'est une histoire où il y a des débats, où il y a des désaccords, où il y a des dissensus. Et ça, c'est un point très important. En épistémologie, quelqu'un comme Karl Popper dit finalement ce qui fait la différence entre une approche scientifique et une approche idéologique, c'est que dans l'approche scientifique, il y a une évolution des connaissances et il y a une remise en cause de choses qui étaient supposées acquises. Et nous, on aurait tendance parfois à avoir une représentation de l'histoire de la psychiatrie, de l'histoire de la profession infirmière en psychiatrie comme étant une histoire relativement continue. C'est-à-dire avec une vague teinte de nostalgie, hein. Ah, Pussin, c'était quand même en plus il écrivait, enfin il y a vraiment des choses là-dessus, alors qu'il y a en réalité il y a des choses sur le truc qui vont pas, mais il y a bon. Ouais, ça c'est bon, ça. On s'appuie là-dessus. Alors. Voilà, je vous mets une gravure que vous connaissez certainement, qui est très curieuse, parce que c'est là où on voit que se pose la question de l'histoire. Quand je vois une gravure de ce genre,
en fait, il y a un doute. Oui, c'est à la fois, ça nous dit quelque chose de ce qu'a été l'infirmier de secteur psychiatrique, puisque ça a été le gardien de fou. D'ailleurs, je traîne ça depuis longtemps et ça avait été publié, je crois, dans les premiers numéros de Santé Mentale. Il y avait une rubrique historique qui a duré pendant une douzaine de numéros. Peut-être la reprendre. Et vous voyez qu'en bas, enfin, je sais pas si vous voyez, il nous dit un gardien de fou dangereux. Alors, il y a un doute sur le gardien de fou. Il y a deux doutes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est qui est dangereux. Et en plus, il y a un point d'interrogation. Et comme je ne sais pas où j'ai récupéré cette gravure, je ne sais pas si le point d'interrogation a été mis par quelqu'un qui ensuite m'a donné la gravure. Donc, il y a quand même déjà... Et il y a un autre doute, c'est la tronche de ce bonhomme, parce que à la fois, alors, il correspond bien, dans l'histoire de l'infirmière psychiatrique, une des références, c'est la thèse de Georges de Mezon, 1932, c'est vraiment... et là, quand il décrit finalement des infirmiers qui viennent essentiellement de la campagne. Donc là, on a un bon paysan, plein de quoi? Plein de bon sens, on va dire, oui. Il a à la fois une bonne mine, donc il y a l'idée de bienveillance. Donc ça correspond un peu à l'idée qu'on se fait de Jean-Baptiste Pussin. En même temps, je sais pas si je lui confierai mes clés, quoi, parce que c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu un doute. Et donc, finalement, c'est ça notre rapport à l'histoire, quoi. C'est-à-dire, c'est un rapport parfois qui suscite un certain malaise, parce qu'à la fois, on a la nostalgie de l'époque où on n'était pas enfermé par des normes. Et on était dans la relation directe aux personnes, avec beaucoup de simplicité finalement et d'empathie. Et en même temps, quand même un monde qui était extrêmement violent. Enfin, moi, j'ai commencé au Bon Sauveur de Caen en 1970 pendant mes études. J'ai été garde psychiatrique, ça s'appelait comme ça. Et c'est vrai que en 70, ce qu'on pouvait voir, c'est bon. C'est avant manger, donc on va pas trop développer ça, mais disons que ça n'a pas toujours été tendre. Alors, finalement, quelle est la finalité de la recherche et de l'évocation du passé, mais aussi la nécessité de développer de la recherche historique? Je dirais qu'il y a plusieurs objectifs, et je reprends le terme de redécouverte qui m'a été proposé, et avec j'ai mis entre parenthèses le re, parce que pour une part, il y a de la découverte. C'est que, il faut partir de cette idée, qui est pas évidente, c'est qu'il y a de l'inconnu. Alors, il y a de l'inconnu ça c'est basique, hein, dans le monde de la relation avec les autres, et les autres en difficulté. Il y a aussi du méconnu, et puis il y a l'exemplarité d'une histoire. Donc, et un des problèmes que l'on a à préalable, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une continuité historique ou est-ce qu'il y a un certain nombre de ruptures? Alors, des ruptures, c'est plutôt l'option que j'aurais. Tout à l'heure, on a évoqué l'instruction du 30 mars 2023, et en la lisant, je me disais, il y a quand même des trous dans la raquette, parce que ce qui est frappant, c'est qu'à la fois des gens comme Bourguignon, d'autres ont développé l'intérêt de la recherche clinique, et aussi c'est important de parler de la recherche historique. En fait, il y a rien dans l'instruction du 30 mars. On va dire, bah oui, évidemment. Qu'on parle de ça. Il y a rien. Et je dirais, la question c'est de savoir, est-ce que la recherche sur le volet historique, ça n'est qu'un volet, ou est-ce que c'est finalement on peut rajouter, mais dans ce cas-là, l'instruction aurait pu le faire, rajouter, disons, une problématisation sous cet angle-là. C'est-à-dire, et de dire, voilà d'où on parle, et voilà où on est. Parce que on a tous en tête un certain nombre, par exemple, de textes importants. Je pensais à Demey tout à l'heure, parce qu'à la fois c'est le 13e, parce que quand on parlait, tout le monde se présentait comme étant retraité, etc. Et Benjamin me disait, comment vous vous présenter comme retraité, etc. Mais Demey, il disait, je vais finir comme un dément sénile. Et donc, c'était quand même un peu l'état d'après, mais le rapport Demey a été un moment, par exemple, très important, et y compris pour la profession infirmière. En fait, je vais donner quelques éléments de repères rapides. C'est que
qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu un boom éditorial à une période très précise. Et vous voyez, quand sort le livre de Michel Foucault, L'histoire de la folie à l'âge classique, 1961, bon, c'est pas encore, ça sort chez Plon, ça passe, mais enfin, c'est quand même la circulaire de 60. Hein. Donc on est dans cette période-là. Et alors, il y a une espèce de rupture historique qui fait que on se pose la question des origines à un tournant. Et on a connu des tournants, j'ai connu le tournant de la réforme de 1979 et la fin, on peut dire, de l'ISP, parce que ce qui est assez frappant aussi dans l'intitulé et puis dans les réflexions que l'on fait, c'est, vous voyez, on parle de quelque chose qui n'existe plus. Enfin, on est. Moi, je suis fier de mon diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, mais on sait que ça n'existe plus. Pour une part, c'est une profession qui a disparu au profit d'autre chose. Alors, on peut toujours dire, mais non, c'est sous une autre forme, etc. Mais ça pose la question de la distance à l'objet. Donc, là, il y a ce tournant. Il y a l'aspect rébellion. C'est-à-dire que c'est là où on peut dire qu'il y a une conception militante de l'histoire de la profession infirmière. Et quand j'évoque le congrès de psychiatrie et de langue française en 1971 à Caen, il y a à l'époque un groupe qui monte au créneau contre les psychiatres, avec le slogan « Les psychiatres, c'est eux les fous », et c'était le mouvement lettriste avec Isidore Izou, etc. C'était la figure de Antonin Artaud qui était mise en avant. C'est Antonin Artaud torturé par les psychiatres, etc. Donc, oui, on est dans ce contexte-là. Et finalement, il y a une conjonction qui fait que il y a un mouvement très fort qui va aboutir notamment à la création de la RLIP. Je mets la référence du site de Cerpsy parce que il y a des documents historiques qui sont vraiment super. Et puis quelque chose qui va compter beaucoup pour nous et pour vous, je pense, c'est André Romieux et le premier bouquin qu'il sort. Et c'est quand même là-dessus, j'insiste parce que c'est pas simplement le fait que c'est la parole d'un infirmier, mais c'est une parole sur le quotidien de l'infirmier. Et en plus, il sort dans une maison d'édition très surprenante qui est Champ Libre, qui est la maison d'édition de Guy Debord, etc. Donc on est dans la rupture, mais ça s'accompagne d'un besoin de compréhension. Et là, je dirais que il y a surtout les travaux. Là, il y a un peu méconnu de Mélan, qui est un psychiatre en fait, mais c'est un de ceux à qui on doit d'avoir vraiment travaillé sur la question infirmière. Il était psychiatre, je crois, à Grenoble. Après, ça a été le numéro de la revue Recherche en 1975, et puis les travaux qui m'avaient été demandé de faire. Et puis surtout, les polémiques démarrent assez vite. Et elles démarrent sur un point tout à fait essentiel, c'est qu'est-ce qu'un asile? Et là, il y a deux thèses. Tu me dis quand j'arrête, parce que il y a deux thèses qui s'affrontent et qui continuent de traverser notre secteur. Il y a une thèse qui consiste à mettre l'accent sur les aspects de ségrégation. Donc c'est l'asile, l'enfermement, etc. Et qui est beaucoup lié aux travaux de Michel Foucault et de Robert Castel, et qui ont été critiqués vertement, on peut dire, par Gladys Swain et Marcel Gauchet, parce que Gladys Swain, quand elle soutient sa thèse de médecine en 1974, elle conteste d'une part beaucoup d'éléments historiques de Michel Foucault, et puis surtout, c'est elle qui souligne la figure de Jean-Baptiste Pussin. Et là, il y a une idée que dans l'histoire de la psychiatrie, il y a une rupture qui est liée à la Révolution française, pour laquelle finalement on va considérer que l'asile n'est pas qu'un lieu d'enfermement, mais c'est une machine à resocialiser. C'est une espèce de micro-société, et Philippe Pinel, le traitement moral, correspond un peu à cette idée qu'on peut parler avec des fous. Et du coup, on parle plus d'insensés, on parle progressivement d'aliénés, de malades mentaux, etc. Donc, il y a une divergence à cette époque, à la fois concernant la fonction de l'asile, mais une divergence aussi qui se répercute sur la question infirmière. Alors, je pars de l'hypothèse, parce que
évidemment, moi j'étais plutôt élève de Marcel Gaucher et proche de Gladys Swain, parce que je l'ai connue comme interne et c'est elle qui m'a fait rentrer dans le 13e. Eh bien, ces personnes-là, je veux dire, ils ont joué un rôle très important dans la valorisation du travail infirmier. Et puis, le dernier point sur cette histoire, c'est la question du sauvetage des archives. Et le sauvetage des archives est essentiel. Avec Marc Livet, qui était à la CISM, on a sauvé des archives de Péré-Vaucluse, mais surtout à Villévrard, il y a tout le travail qui a été fait par la CEREP, et notamment, alors, j'y avais contribué, parce qu'on allait dans les souterrains, avec un infirmier. Il y avait une espèce de recherche. Le mythe du Graal, c'est le dossier de Camille Clausel. Le dossier de Camille, ça c'était une motivation. Donc on allait trifouiller dans tous les trucs, mais il y a le musée de Sainte-Anne, il y a différents... Donc la question des archives, c'est une question très importante parce que dans le champ de l'éducation spécialisée, il y a un conservatoire qui s'appelle le CNAES, qui a obtenu des moyens et qui est installé à Roubaix. Alors que dans le champ de la psychiatrie, il y a des choses, mais enfin, et notamment, il y a une écriture infirmière considérable. Il y a l'ensemble, les rapports journaliers, etc. Il y a une littérature absolument incroyable sur laquelle on est tombé, y compris sur ce qui s'est passé pendant les années 40. Et la description des infirmiers pèse énormément sur la compréhension de cette période. Et puis, je termine parce que je crois que c'est ça que tu me demandes. Donc, les leçons, c'est que ça, c'est, pour moi, je donne souvent l'exemple des ISP parce que c'est que une profession, alors, on pourrait discuter de profession ou métier, mais c'est une profession, ça naît et ça meurt. Ça les IPA, ça naît, bon, je sais pas, non, c'est éternel, hein. Attendez. Et puis, ce que je mets simplement sur la diapo ici, c'est des thèmes à approfondir, parce que c'est des thèmes, là, je parle comme là, cette catégorie professionnelle qu'on a un peu oubliée du temps de Bourneville, à savoir les infirmières institutrices, c'est intéressant à voir. Le débat sur la participation des infirmiers aux psychothérapies, je vous renvoie aux célèbres articles de l'information psychiatrique en 1952, donc on est vraiment déjà dans le passé. Le cadre unique avec le problème de la pluralité des métiers, qui est quand même un point noir quand même dans notre histoire, hein, enfin mine de rien, etc., etc. Et puis pour terminer, les savoirs expérientiels, parce que là, de ce point de vue-là, aussi bien Pussin que Roumieux ont apporté déjà des choses tout à fait importantes. Voilà, je me tais. On l'écouterait bien plus longtemps. C'est ça, mais il faut vraiment que tu lui écrives encore, Marcel, que tu viennes nous irriguer là. C'était vraiment passionnant. Quelques questions donc sur cette histoire. Alors, qui est-ce qui promène le micro? Ah, voilà. Moi, je voudrais juste faire un petit rajout par rapport à votre histoire. Bien avant, il y avait la pierre de la folie avec les chirurgiens qui traitaient la folie, donc il fallait qu'ils extraient la pierre et ça y est, tout allait bien. Il y a l'histoire de l'entonnoir aussi. L'entonnoir, c'était le savoir. Normalement, l'entonnoir est ouvert. Ben là, on mettait sur la tête des fous l'entonnoir à l'envers parce qu'il y avait peu de savoir. Et Jérôme Bosch, le peintre, à un moment, a mis cet entonnoir-là sur la tête des médecins pour montrer que c'était des charlatans avec leur pierre de la folie. Voilà, juste un petit... Oui, j'y pensais à ça évidemment dans l'aspect histoire. Je mettais dans la première catégorie peut-être de manière injuste, de manière, c'est-à-dire de l'histoire anecdotique, parce que tout ça c'est bien décrit et ça a été évoqué par Foucault, mais surtout par le livre de Pierre Morel et Claude Quetel avec des gravures. Mais à chaque fois, c'est pour ça que c'est à tort peut-être qu'on peut en faire des anecdotes, parce que à chaque fois se pose quand même le problème. La pierre de folie, avec des gravures, y compris chez Jérôme Bosch, elle est très très ambiguë, parce que à la fois la folie est un élément qui vient de l'extérieur, hein, donc alors ça vient d'où? C'est en plus une pierre qui est sur le front, mais en même temps elle est dans le bonhomme aussi, hein, donc et on part de l'idée qu'on peut l'extraire. Oui, donc à la fois c'est magique et donc ça vient peut-être de l'espace, je sais pas, d'où le fait qu'on dit c'est des insensés, et en même temps il y a une espèce déjà d'optimisme thérapeutique, c'est-à-dire que et je suis là et je peux, peut-être avec le chirurgien avec une pince on va peut-être arriver à la sortir, quoi. Comme une tumeur, quoi.
Début de l'effet placebo. Hein. Début de l'effet placebo. Donc c'est compliqué ces histoires. Monsieur, alors, ah bah voilà, ils sont deux maintenant, c'est super. Oui, bonjour, Emmanuel Cicluna, je suis infirmier de secteur psychiatrique et je voulais relever l'idée du rapport à l'histoire, de la nostalgie et d'un monde sans normes de la psychiatrie et en même temps un monde violent. Je pose juste la question aujourd'hui d'un monde avec beaucoup de normes en psychiatrie, mais tout aussi violent dans des formes différentes. Oui, vous avez raison. Il y a d'ailleurs quand j'évoquais les textes sur la contagiosité, il y a d'autres textes aussi très importants. Il y a un martyrologue, si vous tapez sur Internet, il y a un martyrologue de la psychiatrie. Et il y a effectivement cette description d'une violence dont on a l'impression qu'elle perdure à travers les âges. Donc ça c'est et du coup la question de la violence, j'évoquais Madeleine Monceau, elle a fait un livre sur la question de la violence qui est tout à fait c'est difficile c'est vrai que c'est un secteur qui est difficile de ce point de vue-là, quoi. Dominique, au fond, et madame, et alors, qui comme... Alors, juste, Diane Rubin, donc, personne concernée rétablie et puis père aidante en santé mentale. Je voulais, pour donner une note positive à tous vos récits qui me paraît pour moi important de transmettre, avez-vous eu, parce que pour déstigmatiser les infirmiers en psychiatrie, parce que je pratique, dans mes pratiques, on voudrait orienter des gens pour se rétablir où ils sont pas encore bien pris en charge. Est-ce que vous avez pu raconter des histoires à des personnes pour déstigmatiser? Parce que je pense que les patients, vous dites patients ou personnes concernées, seraient très intéressés de comment ils peuvent poser des questions et raconter ce que c'est que l'infirmier psy. Ben, en fait, on a ces deux visages finalement du métier et de la psychiatrie. Hein. Donc là, mais en fait, oui, il y a quand même des approches extrêmement positives. Simplement, le problème qui s'est posé pour la profession, c'est qu'à un moment donné, certains ont considéré que pour être positif, il fallait quitter le métier. Et à ce propos, quand même, je voulais donner la référence à Alain Pidol, qui est psychiatre, mais qui a un de ceux qui a fait un travail de recherche tout à fait superbe pour montrer comment finalement on était pris dans des logiques un peu différentes. Et donc il y a un certain nombre de gens qui c'était au moment de la question du diplôme d'État, c'est-à-dire qu'il y avait finalement il y avait deux voies possibles. Soit on allait vers la dissolution de la spécificité de l'ISP et on rejoignait le diplôme d'État, ce qui s'est fait d'ailleurs, ou soit passer du côté du travail social. Et un certain nombre de cadres de l'Amphip, André Tapissier, Michel Lafon, Marc Livet, etc., sont passés, et moi aussi, sont passés dans le secteur médico-social. Mais c'est la vie qui fait ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses positives. Non, bien sûr. Alors, une dernière question, parce que le temps passe et on est déjà en retard, mais on va essayer de... Alors, Dominique. Dominique Friard, toujours retraité. Toute la journée, a priori, tu vas être... Ouais, enfin, peut-être je changerai en cours de... Tu verras après. Ouais. La question, c'est la question de ombre et lumière. C'est l'opposition entre Cels et Soranos d'Éphèse. Cels qui dit que la folie est extérieure, qu'il faut faire très très peur au patient, qu'il faut le violenter, parfois le noyer pour chasser la folie. Et puis Soranos d'Éphèse qui dit que même fou, il y a la possibilité de parler avec lui, il y a la possibilité de le soigner. Et au fond, l'histoire, ça navigue constamment entre les deux pôles. C'est des représentations sociales qui sont aussi derrière. Et la question de la stigmatisation, elle est importante, mais je suis pas certain qu'elle soit bien posée. Parce que les représentations, elles ont mis quand même quelques siècles à se constituer, et c'est pas nous avec nos petites mains qui vont changer les représentations sociales, faire partir les stigmates, et d'autant plus que nous-mêmes, on est stigmatisés, donc suspects. Je vais pas répondre parce que sinon... Voilà. Je crois que Marcel propose que vous vous retrouviez au café pour continuer la discussion. Je traduis, mais j'ai une question rapide là d'une jeune femme.
Merci beaucoup à ce... Excusez-moi, je veux juste intervenir. Alors, je suis cadre de santé maintenant. J'ai été infirmière. Alors, malheureusement, sur l'année commune des diplômes. Je tiens juste à dire, il y a eu des choses quand même, et vous le disiez tout à l'heure, dans du monstrueux en psychiatrie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une mouvance qui est que le malade qu'on a en face de nous, c'est lui qui doit nous apprendre de ce qu'il souffre. Et je trouve que là, on a tout intérêt à l'écouter, à prendre en compte, et tant qu'on rencontrera pas la personne qu'on a en face, on pourra pas faire grand-chose de lui.